Que deviendront les réfugiés cubains débarqués malgré eux en Martinique? Fuyant le régime castriste pour un avenir meilleur aux États-Unis, ils ont été abandonnés sur l'île Sœur par leurs passeurs. Leurs avocats demandent pour eux l'asile politique. Sida, le tueur qui n'effraie plus, un quart des jeunes affirment ne plus en avoir peur. C'est ce que révèle une enquête inquiétante publiée à l'occasion de la 22e édition du SIDAction. Le reportage de Bénédicte Jourdier et les réactions des jeunes Guadeloupéens. Autre maladie moins prolifique, mais également meurtrière, le cancer du côlon. Une animation géante a été plantée dans l'allée du centre commercial d'Estréland. L'objectif, informer la population sur cette pathologie qui touche près de 200 Guadeloupéens chaque année. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Après un long périple de 3 mois sur un bateau de fortune, 16 personnes d'origine cubaine qui espéraient rejoindre les États-Unis ont été débarquées en Martinique, abandonnées par leurs passeurs sur la plage de Lansalane lundi dernier. Ils ont d'abord séjourné au centre de rétention administrative, puis finalement été libérés. Il s'agit maintenant de leur trouver des familles d'accueil afin qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes. Leurs avocats ont d'ailleurs demandé à la préfecture l'asile politique. Damien Lansat d'ATV Martinique a suivi leur démarche administrative. Regardez son reportage. Fin d'une longue journée pour les 11 Cubains pris en charge hier par l'Association des Cubains de Martinique. Cette nuit, le groupe dormira dans un hôtel du centre-ville de Fort-de-France, à la demande de la préfecture. Sí, por supuesto, muchísimo más tranquila encontrar la asociación de cubanos. Maintenant, je suis beaucoup plus rassurée grâce aussi à l'appui de l'association des Cubains de Martinique. En Martinique. Estamos todos a salvo. Nous Gracias a sommes Dios. tous sauvés, grâce à Dieu. Suite aux démarches entreprises pendant la journée, tous sont maintenant officiellement demandeurs d'asile. Un titre de séjour, valable 1 mois, leur a été délivré par la préfecture en attendant la réponse à leur demande. Nous avons sollicité l'Office français d'immigration et d'intégration, de même que l'Office français des réfugiés et apatrides, puisque c'est eux, chacun pour sa part, qui prendra le relais. L'Office d'immigration et d'intégration pour ce qui concerne la partie logistique et hébergement, et puis éventuellement l'allocation qui est due à tout demandeur d'asile en cours d'instruction, et l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et apatrides, au fond, sur le fond de l'affaire, pour déterminer qui de ces personnes, ou si le groupe, d'une manière générale, est admissible au statut de réfugié. Un parcours long et difficile pour ces Cubains qui ont fui leur pays en quête de liberté. Principalmente Les raisons reunirnos con nuestra familia que vive en la Estados raison Unidos. principale, c'était de nous réunir avec notre famille qui habite aux États-Unis. Queremos ser libres, Nous queremos derechos, voulons aussi être libres, luchar por los avoir des derechos, droits, lutter pour nos droits, derechos humanos pour nos droits que la humains. Francia defiende. Et Tanto ce así sont des como droits humains que la France défend beaucoup. Au dire des 11 Cubains pris en charge aujourd'hui à la préfecture de Martinique, 5 autres étaient présents avec eux sur le bateau qui les a abandonnés sur la plage de Lansalane. La préfecture et l'association des Cubains de Martinique sont pour l'instant sans nouvelles d'eux. Et puis sachez que l'homme soupçonné d'être le passeur de ces 16 Cubains a été arrêté hier soir en Martinique. La coopération régionale était au centre des débats en Guyane. La question a fait l'objet d'une conférence de 2 jours qui s'est clôturée ce soir à l'université. La ministre Georges Paul-Angevin était à l'ouverture des discussions hier en présence des élus locaux et de représentants des États voisins. Compte rendu de Xavier-Paul Lepeletier d'ATV Guyane. Intégrer les territoires français des Amériques au sein d'organisations de coopération régionale de la Caraïbe, un objectif souhaité aussi bien par les élus locaux que les entrepreneurs. Reste à savoir comment se montrer séduisant auprès des autres pays. Il peut leur sembler singulier d'intégrer des gens qui font partie de l'Europe. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, petit à petit, on avance, comme vous voyez, d'une manière très méthodique. Pas après pas, organisation après organisation, parce que chaque organisation de la Caraïbe a sa propre logique. Par conséquent, il faut qu'on voit à chaque fois comment ça fonctionne et comment on peut faire pour que la collectivité puisse en faire partie. Il est important que les collectivités adhèrent à ce genre d'organisation régionale pour être autour de la table et pour discuter et faire partie des flux caribéens, les flux touristiques, les flux économiques. Il faut être présent autour de la table, pouvoir discuter et pouvoir prendre part aux décisions. Seule territorialité non souveraine en Amérique, la Guyane a de nombreux atouts pour la coopération. La Guyane est aussi dans une démarche dynamique d'insertion régionale avec les relations très étroites entre la Chambre de commerce de Guyane et la Chambre de commerce de la MAPA,
avec une présence de la région Guyane, de la collectivité de Guyane à Paramaribo, où un agent de la collectivité est placé à l'ambassade, auprès de notre ambassadeur à Paramaribo. Donc oui, la Guyane est aussi dans la même démarche dynamique d'adhésion, en profitant en plus de sa position géographique, géostratégique, qui lui permet d'être tourné à la fois vers l'Amérique, le continent sud-américain, et vers la Caraïbe, et la Grande Caraïbe. Principal partenaire des relations extérieures guyanaises, le Brésil n'est pas encore prêt à ouvrir le pont de l'Oyapock. Pourtant, des efforts sont faits des deux côtés. On travaille avec les autorités brésiliennes pour une ouverture en fin d'année. Nous, on aurait préféré une ouverture un peu plus tôt, mais du côté brésilien, ils ont un horizon de travail qui est le mois de novembre 2016. Du côté brésilien, évidemment, on est pour l'exemption de visa. Du côté français, on a plutôt opté pour une démarche progressive avec des facilitations qui viennent juste d'être mises en œuvre, donc notamment une dispense de visa pour des transits de 3 jours à Cayenne, des possibilités de voyage en Guyane sans visa pour 15 jours quand on fait des programmes avec des agences de voyage qui sont enregistrées. Donc je pense qu'à partir de cette expérience, on ira peut-être un peu plus loin, mais il y avait aussi historiquement une certaine méfiance compte tenu du décalage de niveau de vie entre les provinces amazoniennes et la Guyane. Après la coopération institutionnelle mise à l'honneur cet après-midi, demain ce seront les questions économiques qui seront au centre des débats. Autre enjeu important pour la ministre des Outre-mer, celui de la lutte contre la violence en Guyane. Georges Paul-Langevin s'est rendu au lycée Félix-Éboué pour signer une nouvelle version de la convention dite Évidence pour tenter de résoudre le problème de l'insécurité aux abords des établissements scolaires. On regarde le reportage de Mia Pierre, d'ATV Guyane. Attendu à l'entrée du lycée Félix-Éboué, c'est en empruntant un chemin à l'arrière de l'établissement que la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, vient à la rencontre des élèves. D'une oreille attentive, la ministre écoute. Orientation, insécurité, formation, les lycéens évoquent leurs problématiques. Elle m'a apporté beaucoup de réponses à mes questions sur mon orientation et l'accord qu'ils ont signé m'a apporté une sécurité autour de mon lycée. J'espère que les élus vont faire des choses pour nous et vont continuer parce qu'ils ont commencé au niveau des abords des lycées et j'espère que ça va continuer. Maintenant, on aimerait bien avoir des actions pour qu'on puisse être maintenant au niveau que l'on veut être. La ministre était surtout attendue pour la signature de la convention de partenariat Évidence. Cette convention, elle l'avait déjà signée en juillet 2014. Désormais, elle implique 14 partenaires, dont l'université, le parquet et le rectorat. Un moment qui était tout à fait sympathique et important. Nous avons donc signé cette convention Évidence que j'avais signée il y a maintenant presque 2 ans, je crois, et qui s'élargit puisqu'il y a 3 nouveaux partenaires. Comme nous l'avons souligné, l'important pour lutter contre la violence et pour assurer la sécurité des élèves, c'est que toutes les institutions, j'allais dire tous les adultes, se rencontrent, se concertent, fassent un réseau permettant de faire remonter les informations, de prôner des solutions et permettant aussi de réagir rapidement. Objectif de cette convention, permettre une meilleure coordination entre les services afin d'apporter des réponses au climat scolaire fragile. Nous avons souligné aussi, puisqu'il y a des délégués de la vie lycéenne qui étaient présents, que les jeunes eux-mêmes ont aussi un rôle à jouer dans la sécurité, puisqu'ils peuvent être les interlocuteurs de leurs camarades, qui peuvent leur parler plus facilement sur les questions de raquettes, sur les questions aussi de violence qu'ils peuvent avoir entre les jeunes. Et enfin, nous avons souligné aussi que pour assurer la sécurité, nous avons aussi à prendre en compte les jeunes qui sont éjectés de l'école, qui eux-mêmes vont mal et qui sont parfois ceux qui se postent à l'extérieur des établissements pour pouvoir un peu empoisonner la vie de ceux qui, eux, continuent à aller à l'école. La visite de la ministre au lycée Félix-Éboué s'est terminée avec un échange avec des élèves du BTS assistante manager. L'ombre du sida est-elle en train de survoler la sexualité de la génération du nouveau millénaire? Selon un sondage IFOP réalisé pour l'association SIDAction, 1 jeune sur 4 se dit ne pas avoir peur du virus.
Pire, 22% des jeunes interrogés chez les 15-17 ans pensent même que l'on peut en guérir. Sida, le tueur ignoré, un reportage de Bénédicte Jourdier. Interrogés dans les rues de Pointe-à-Pitre, certains jeunes de 14-15 ans connaissent à peu près les modes de transmission du sida, mais sont assez hésitants. Par rapport sexuel, ou je crois que voilà. C'est par voie sexuellement et par le sang aussi. Non, pas vraiment. Dans un sondage publié hier par l'IFOP et Bilendi pour SIDAction, on apprend qu'un tiers des Français de 15 à 24 ans ont des idées fausses sur le VIH et ses modes de transmission. Un jeune sur 5 croit encore que le VIH se transmet par un baiser ou en buvant dans le verre d'une personne séropositive, alors qu'ils étaient 15% à le penser en 2015. Plus grave encore, 17% des jeunes déclarent ne pas avoir peur du sida, signe qu'ils ne connaissent pas les effets de la maladie. Conséquence, ils sont 10% de moins qu'en 2015 à se faire dépister après un rapport à risque. Et ATV Guadeloupe s'est interrogé sur l'utilisation du préservatif chez les jeunes. Est-il toujours d'actualité? Patrick Curie a cherché à en savoir plus sur les pratiques des jeunes Guadeloupéens. On les écoute. Je pense que le préservatif n'est plus d'actualité. Et puis ensuite, il y a une chose qui est naturelle. L'homme, l'humain, devant souvent l'urgence ou n'étant pas approvisionné, souvent oublie le danger. On part à l'immédiateté le plus souvent, ce qui fait que le danger augmente par le côté humain, voilà, l'empressement. Il y a un manque de conscience et c'est la facilité à tous les niveaux, donc ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent leur vie en jeu. Peut-être aussi que le fait qu'on en ait un peu moins parlé, qu'il y ait eu des traitements, etc., les gens pensent que c'est une maladie comme une autre, alors que non. On en meurt encore de nos jours. Oui, je pense que le préservatif est toujours d'actualité, si. Mais après, peut-être qu'ils font pas assez de... Je sais pas, ils passent pas assez d'informations dessus. Donc voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas assez informés. Mais non, c'est mieux ça. C'est mieux ça, sérieux. Bon, c'est vrai, il y a des... Tu peux attraper des trucs, mais bon, si la fille est sérieuse, il vaut mieux avoir ça, il ne faut pas coucher avec n'importe qui non plus. Eh bien oui, je pense que le préservatif est toujours d'actualité. Il faut se protéger contre toutes ces maladies-là. Et je pense que c'est une des meilleures choses, le préservatif, se protéger. Pour ne pas multiplier le rang de ceux qui ont déjà le sida et autres maladies. Je pense que c'est le moyen le plus simple quand même à la portée de tous. Bon, c'est vrai, des fois on ne voit pas un distributeur. Au début, il y en avait beaucoup plus. Maintenant, justement, on en voit pas. Peut-être que vous avez raison de dire, est-ce qu'il y a autant d'intérêt? Oh, je ne dirais pas vraiment. Hein. Surtout pour les jeunes, ils aiment bien la sexualité sans le préservatif. Donc, je pense qu'il faut encore actionner la chose pour que ça puisse durer, quoi. Parce qu'elles ne font pas attention. Il y a certaines personnes qui, sur le coup, des fois, elles ont des envies et puis elles n'ont pas envie de mettre forcément le préservatif. Parfois, on arrive quelque part, on n'a pas le préservatif et puis voilà, ça saute. Hein, c'est comme ça. Difficile de ne pas remarquer le côlon géant planté en plein milieu du centre commercial d'Estreland à Bemao. Si l'installation impressionnante par ses dimensions peut faire sourire certains, elle concerne un sujet préoccupant, celui du cancer du côlon. La Ligue contre le cancer espère ainsi éveiller l'attention de la population. Il frappe près de 200 personnes chaque année chez nous. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Donc le PET scan, c'est le fusil à lunettes, le cyclotron, c'est la balle que vous mettez dedans. José est en train d'expliquer à ces personnes situées à l'intérieur d'un faux côlon l'intérêt de la prévention. Notre campagne de prévention avec le Côlon Tour a un vif succès sur toute la Guadeloupe. Alors, ce côté ludique attire beaucoup de gens et donc ils peuvent voir de manière réelle ce qui se passe à l'intérieur de leur intestin. Lorsque vous agressez au fur et à mesure comme ça, chaque fois par une alimentation inappropriée, donc du piment, des épices, de l'alcool aussi, vous ne buvez pas suffisamment d'eau, vous avez régulièrement, enfin c'est pas régulièrement, mais enfin des diarrhées répétitives qui vous arrivent alors que normalement vous ne devriez pas en avoir comme ça.
Ça peut être aussi un autre signe comme la constipation, tout cela de manière répétitive. Oui. Ce sont des signes qui vous montrent votre côlon et il y a un problème, votre côlon est inflammé. Tous les 2 ans, les plus de 50 ans reçoivent une convocation de la Guadec pour un dépistage gratuit du cancer colorectal. Rien ne vaut une bonne information pour éviter le pire. Nous avons des personnes qui peuvent développer un cancer avant 50 ans. Donc ces personnes-là doivent être à l'écoute de leur corps. Un dépistage précoce représente 90% de guérison. Nous présentons le nouveau test contre le cancer colorectal. Et donc à partir de ce moment-là, ils se rendent compte de l'aisance qu'ils peuvent avoir à faire ce genre de test et ils y répondent favorablement. La mission de la Ligue est par ses actions de prévention inciter les gens à être les propres acteurs de leur santé. Vous allez faire l'examen suprême qui est la coloscopie. Et lorsque, durant cette coloscopie, on se rend compte qu'il y a ces polypes, naturellement, ces polypes, on va les envoyer à la NAPAC, au laboratoire pour les analyser, pour voir à quel stade on se trouve. Lorsqu'on trouve des polypes, eh bien, le médecin peut l'enlever tout de suite, le cautériser, et donc on n'a aucune chance de développer un cancer. Sinon, vous subirez une intervention chirurgicale lourde avec des conséquences et un traitement souvent handicapant. Vous avez à ce moment-là des couches culottes à porter, vous avez des poches à porter à côté de vous, alors que si vous aviez écouté votre corps et si très tôt vous aviez répondu à l'appel de votre corps en consultant votre médecin, eh bien vous auriez été guéri du cancer, vous n'auriez même pas développé le cancer. D'où l'intérêt de toutes ces actions de sensibilisation au dépistage menées par la Ligue au sein des établissements scolaires, des entreprises et des espaces publics. Et puis sachez que les bénévoles de la Ligue contre le cancer seront présents jusqu'à demain toute la journée au centre commercial d'Estréland avec ce fameux côlon géant. Dans un instant, 2 invités dans cette édition. Le premier nous parlera de Timoun Gospel qui vient pour la première fois en Guadeloupe. Et puis nous recevrons l'artiste Éric Pédurand qui rend hommage avec ses musiciens à l'illustre Eugène Mona. Nouvelle mesure entrée en vigueur ce 1er avril et ce n'est pas un canular. L'État va se porter garant du paiement des pensions alimentaires. Pour aider les familles monoparentales, le gouvernement a généralisé un dispositif nommé l'AJIPA, entendez la garantie d'impayé des pensions alimentaires. Les explications avec Isabelle Hameau. En France, y compris dans les DOM, la pension alimentaire moyenne est de 170 € par enfant et par mois. Et dans de très nombreux cas de séparation, les pensions ne sont pas versées ou elles le sont de manière irrégulière, à savoir entre 20 et 40% des cas de séparation. Un phénomène qui fragilise les parents isolés. 85% d'entre eux sont des femmes, d'où la mise en place de cette garantie d'impayé des pensions alimentaires, dit l'AJIPA. Comment en bénéficier? Dès le premier mois de pension non perçue, le parent isolé s'adresse à la CAF et demande l'allocation soutien familial qui est de 104 € par enfant et par mois. En cas de mauvais payeur, le dispositif prévoit que la CAF se retournera vers le parent qui ne paie pas la pension pour récupérer l'argent jusqu'à 24 mois de pension alimentaire non payée. Cependant, avec l'AJIPA, on ne peut pas parler de garantie totale contre les pensions non payées. Déjà car l'ASF est une allocation de 104 € par enfant et par mois, alors que la moyenne des pensions est de 170 €. Donc même si cette allocation va aider des parents isolés, on ne peut pas la considérer comme une garantie complète. À partir de ce mois d'avril, le gouvernement estime que 90 000 personnes pourront bénéficier de ce dispositif déjà expérimenté dans 20 départements pendant 1 an et demi. En France, on estime que plusieurs centaines de bébés sont concernés par cette forme de maltraitance, celle du syndrome du bébé secoué, une pathologie mal connue qui entraîne des lésions du cerveau qui n'apparaissent que des années plus tard. Reportage Loïs Ignace. Nadia Gob est psychologue, neuropsychologue. Elle effectue des bilans neuropsychologiques auprès des enfants scolarisés qui présentent des troubles de l'apprentissage. Souvent, c'est l'école qui signale aux parents que l'enfant a des difficultés, ou alors parfois les parents ont observé aussi d'eux-mêmes certaines difficultés. Ça peut être des difficultés scolaires. On peut avoir un enfant qui a du mal à apprendre à lire. Nous pouvons aussi également avoir des enfants qui ont des difficultés au niveau des mathématiques, des difficultés de compréhension, des difficultés de mémorisation. Certains troubles de l'apprentissage peuvent être liés à différents facteurs. On peut avoir des accidents de la voie publique qui occasionnent des troubles des apprentissages, donc tout traumatisme crânien. Vous avez également les épilepsies, la prématurité aussi
En fait, souvent, les enfants prématurés ont des troubles des apprentissages. Secouer un bébé violemment est un geste qui occasionne de graves séquelles au cerveau. Un enfant avec lequel on joue, donc l'enfant peut être lancé en haut comme on a l'habitude de faire, mais là on a le parent qui soutient l'enfant, donc on n'a pas le mouvement de la tête et donc le cerveau ne bouge pas dans la boîte crânienne, parce que ce qui blesse énormément, ce qui entraîne les lésions au niveau cérébral, c'est tout ce mouvement de décélération et d'accélération du cerveau dans la boîte crânienne. Lorsque l'enfant est secoué, la tête de l'enfant n'est pas soutenu par le parent, la tête et les jambes donnent aussi un élan à cet enfant, parce que généralement un enfant secoué est tenu sous les aisselles et secoué, donc là il n'y a rien qui soutient vraiment cet enfant, et la tête du bébé étant plus lourde, c'est la partie la plus lourde du corps d'un bébé, donc l'enfant n'a aucune maîtrise encore de sa posture, et c'est à ce moment-là que le cerveau est lésé. Dans certains cas, la rééducation est prescrite pour stimuler le cerveau de l'enfant et l'aider à améliorer ses compétences. Ils sont chez nous pour la première fois pour faire un concert unique. Le groupe Timoun Gospel sera demain soir à l'espace Turquoise au Lamentin. Thierry Luchel, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le chargé de communication de ce groupe de gospel. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Vous avez déposé vos bagages il y a quelques heures seulement en Guadeloupe. Notre reporter Bénédicte Jourdi est allée vous accueillir cet après-midi. Elle a rapporté d'ailleurs avec elle les premières impressions des petits choristes. On regarde son reportage et nous tâcherons de comprendre ensuite ce qu'est vraiment ce groupe de gospel. On regarde. Les Timoun Gospel sont en Guadeloupe, arrivés en début d'après-midi à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Une première pour cette chorale. C'est bien qu'on change d'horizon quand même, qu'on s'expatrie un petit peu, histoire de passer notre message outre la Martinique. Et on est tous contents d'être là. Enfin, on est tous ensemble aussi, c'est top. Je suis assez excitée d'être là, je suis assez contente aussi. Le voyage s'est bien passé et à vrai dire dans une bonne ambiance. Et donc j'ai vraiment hâte de performer pour le concert. Cette chorale, créée en 2011, sera accompagnée samedi par 6 danseurs. Pour certains, c'est une belle manière de terminer les vacances. Et pour d'autres, le stress est bien là, la veille du concert. C'est vrai que c'est une bonne occasion de terminer les vacances. Surtout qu'on est hors de la Martinique, du coup ça change, c'est ça, on voit d'autres personnes, du coup c'est vraiment agréable. C'est quand même... Je me sens un peu... Comment dire ? Je suis un peu fatiguée parce que parfois faire tout ça et puis c'est stressant. Une des leaders a bien voulu nous donner un aperçu du concert de samedi. It is to you I give the glory. It is to you I give the praise. For you have done so much for me. And I will bless your holy name. Timoun Gospel, c'est 60 choristes de 8 à 17 ans. C'est votre fille, je crois, qu'on vient de voir dans ce reportage. Nous sommes déterminés à véhiculer notre message. Quel est ce message ? Écoutez, c'est de pouvoir évangéliser par la musique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le groupe a été créé, ça fait 6 ans, comme vous l'avez dit, et force est de constater qu'avec cette montée de violence, on a voulu donner quand même une éducation morale et spirituelle à toute cette jeunesse aujourd'hui qui demande franchement de pouvoir en fait s'adonner à un style de musique. Et aujourd'hui, Timoun Gospel a créé sa propre couleur. Voilà. C'est un message de paix ? Un message de paix, de joie, un message aussi d'allégresse pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent venir, s'apaiser par la musique. Comme on dit souvent, la musique appelle certaines mœurs, donc force est de constater encore que ces jeunes sont motivés, ils sont motivants. Et oui, on l'a vu. Et ça nous donne beaucoup en fait, d'énergie aussi, nous les organisateurs, à pouvoir les aider à œuvrer par la musique. Alors vous l'avez dit, il n'y aura pas que du chant, il y aura également des chorégraphies. Il s'agit là d'un véritable spectacle qui attend le public demain soir. Tout à fait. En fait, il faut savoir que Timoun Gospel, c'est une troupe. En fait, vous avez une 50aine de choristes et une dizaine, de danseurs et de danseuses. Donc là aussi, c'est un spectacle chant et danse. Donc là aussi, il y aura du spectacle, il y aura de la danse. Donc on invite tous ces Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui nous ont déjà très bien reçus cet après-midi et on tient à remercier aussi ATV de votre accueil chaleureux.
de pouvoir venir demain soir en fait à l'espace turquoise, c'est la zone industrielle de Jola, au Lamentin, à partir de 19h. Alors vous avez 6 ans d'existence, vous êtes professionnalisé avec l'encadrement de coachs vocaux qui ont été formés dans les meilleures écoles de musique. C'était important pour vous de passer par cette étape pour être crédible finalement? Tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, nous avons la chef de chœur qui est Keren Noniri, qui a gagné en fait, je dirais, la Nuit des Talents qu'organisait GL Média. Et elle s'est professionnalisée. Aujourd'hui, elle est le chef de chœur en fait, de Timon Gospel. Et il faut savoir que quand vous entrez dans Timon Gospel, vous avez un casting pour pouvoir en fait, permettre à ces jeunes d'avoir quand même un niveau quand même assez élevé. Et un concert comme celui-là, il y a exactement 3 semaines, on était en Martinique pour un concert au Grand Carbet. Donc c'est quand même exactement plus de 6 mois de préparation réelle pour les enfants, donc une préparation intensive. Donc, comme des professionnels. Exactement. Donc, mais ils ont cette joie, ils ont cette, je dirais, ils ont cette force aussi de pouvoir donner et de pouvoir, je dirais, performer par la musique et surtout montrer aussi aux autres jeunes martiniquais comme guadeloupéens qu'on peut éventuellement évangéliser par la musique, même en faisant du gospel. Comment il vous est venue l'idée de former une chorale constituée essentiellement d'enfants, de jeunes? Mais écoutez, l'idée est partie tout simplement parce que bon, on a vu que il n'y avait pas de groupe d'enfants, donc il y a toujours eu des grands, mais chez les petits, il n'y en avait pas. Donc l'idée a germé, et il s'avère que Keren aussi était partie prenante. Elle s'est dit pourquoi pas. Donc on va faire ce challenge, on va relever ce challenge et c'est parti comme ça. Et de fil en aiguille, donc les jeunes sont venus. Donc on a commencé avec 15, 20, 30. Vous avez commencé dans les églises? Comment s'est exactement, déroulée l'histoire? en fait, l'histoire s'est déroulée parce que dans les églises aussi, bon, nous avons des jeunes qui chantent un peu partout. Et il y a eu après, en fait, l'idée en fait, est venue de GL Média de faire un casting. Et on est parti, aujourd'hui on est à peu près une 50aine. Donc le nombre reste toujours le même, parce qu'il y a certains qui ont déjà, en fait, qui sont passés, qui sont partis. Donc force est de constater encore que ça continue et les grands... Et vous êtes très connu en Martinique. Hein? Oui, exactement. C'est vrai que le style Timon Gospel est un style particulier. Donc c'est vrai que ça demande un travail colossal. Et surtout à venir entendre ces jeunes en fait, qui en demandent aussi. Thierry Luchel, merci d'avoir répondu à nos questions. Avant de se quitter quand même, on regarde un court extrait de votre concert. C'était le 12 mars dernier en Martinique. On regarde tout de suite. Et Thierry Luchel a laissé la place à notre autre invité. Il s'attaque au répertoire d'un monstre sacré de la musique antillaise, celui que l'on a surnommé le nègre, aux pieds nus. Je parle évidemment d'Eugène Mona. Éric Pédurand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Vous revenez également, mais vous, de Marie-Galante. Vous avez donné une prestation pour donner un aperçu de ce qui attend le public demain soir au Centre culturel de Senlis, un hommage à Eugène Mona. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à honorer la mémoire de cette haute figure de la musique antillaise? Tout simplement parce que c'est un artiste vraiment très inventif. C'est une force de proposition. Eugène Mona, c'est un artiste qui sort vraiment des sentiers battus. Et c'est quelqu'un qui se battait pour faire reconnaître en fait, l'identité créole et des cultures créoles. Ça m'a plu. Déjà, en son temps, c'était un artiste qu'on appelle artiste militant. Et c'est à l'occasion d'une résidence d'artistes en Martinique, au domaine de Font-Saint-Jacques, que j'ai eu l'opportunité de travailler autour de l'œuvre de Mona. Et le résultat, c'est quoi? C'est un EP de 5 titres, 6 titres, où
on passe de l'électro au tibois, de l'afrobeat à de la musique urbaine. Et voilà, on essaie de créer un pont, quoi, créer des passerelles. Alors, Eugène Mona a eu une enfance difficile, devenu musicien autodidacte, connu pour son immense énergie sur scène, son insoumission, vous l'avez dit, son militantisme. Y aurait-il un parallèle avec votre personnage, votre propre parcours ? Je me suis vraiment reconnu en fait chez cet artiste martiniquais. Et d'ailleurs, vraiment créer des passerelles, c'est ça, c'est aller dans le répertoire de la musique martiniquaise. Moi, en tant que Guadeloupéen, moi, je trouve ça assez intéressant et symbolique. J'aimerais que l'inverse soit fait et que justement on crée des passerelles entre nous, mais surtout parce que c'est un artiste universel et qui tend toujours à l'universel. C'est-à-dire qu'à partir de la musique traditionnelle martiniquaise, lui-même a fait des choses qui étaient à l'époque pas vraiment comprises. C'est-à-dire, je prends la musique traditionnelle et j'inclus toutes mes influences. Il pouvait commencer un morceau en a cappella, le terminer en valse. Et entre les deux, tu avais du rock et du blues. Et c'est toute la richesse de Mona, je me reconnais beaucoup là-dedans. Eric, avec vos musiciens, vous vous êtes approprié sa musique. On regarde un peu ce que ça donne d'ailleurs, avec un court extrait de votre adaptation d'Agoulou, C'est l'homme. On regarde ça tout de suite. Petit, 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 nous toute la caille passée. Petit, 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 pour que nous passions quand même. Yo, changez non, pour yo, crier voilà. Tu crier voilà. Ça y voleur qui tombe. Tu criais voilà, mon Dieu parle là où Eric, vous l'avez dit vous-même, l'œuvre d'Eugène Mona n'a pas toujours été comprise par ses contemporains. Sa musique, celle des tambouillés, des flûtistes, des mornes, était ouvertement qualifiée de musique à Viennègue. Est-ce que vous avez l'impression que votre génération a réussi seulement à boucler la boucle? Maintenant, on s'est approprié notre identité, notre culture, elle n'est plus méprisée? Alors, avant de répondre à cette question, je tiens à remercier, à préciser que c'est Fabienne Chomeau, qui est réalisatrice du film Nightmare Before Wedding, qui est d'ailleurs lauréate du festival FEMI, de films courts. Et elle a aimé le projet et elle m'a gracieusement en fait, offert ces images pour un clip. Et nous avons choisi Tribute to Mona pour le faire. Et pour répondre à ta question, et qui est vachement intéressante, je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous avons vraiment fait corps avec notre musique traditionnelle. Et que je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est... je pense qu'il faut d'abord aller vers l'essentiel pour pouvoir partir et pour pouvoir répandre les choses. Moi, aujourd'hui, j'habite aux États-Unis. Et pour moi, il était vraiment hors de question de faire de la musique américaine, puisque je ne suis pas américain. L'idée, c'était de, justement, parce que je suis en présence des autres ou des autres cultures, c'est pour moi l'occasion de revenir vers ce que je suis. Et le projet Tribute to Mona, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu, en fait, revenir vers l'essentiel et créer un pont et montrer, en fait, que des artistes comme Eugène Mona, qui sont des artistes qu'on associe à des artistes qui sont ancrés, peuvent parfaitement cohabiter avec la musique du monde. Et voilà, ce que je fais aujourd'hui, si je pouvais le définir, je dirais que c'est de la musique du monde urbaine. Et je peux aussi dire que c'est de la musique guadeloupéenne. Donc voilà, j'aime pas trop mettre des étiquettes aux choses, mais j'en parlerai comme ça. Vous l'avez dit, hein, vous vivez aux États-Unis, c'est important pour vous de revenir chez vous. Ce projet, finalement, c'est aussi une occasion pour ne pas d'éviter de se diluer et de rester attaché, finalement, à ce qui fait la richesse de votre musique. Disons que c'est la vie qui m'apporte un petit peu, qui m'emmène un petit peu à droite, à gauche, et ma curiosité. J'aime bien voyager, j'aime bien m'imprégner des choses, je suis curieux, donc je ne suis pas... Mais c'est vital de revenir? C'est vital de revenir, ça me permet de... Oui, c'est un peu comme quelque chose de disons que c'est vital, c'est... En quoi, je ne sais pas encore vraiment, mais une fois que je suis ici, je sais que je suis chez moi déjà. Je sais que
je sais que je suis chez moi, par contre, quand on est à l'extérieur, ça nous touche de réaliser qu'on n'est plus ici et que moi, ça fait quand même 12 ans que je ne suis plus en Guadeloupe et que les choses changent et que petit à petit, je suis en train de doucement devenir un étranger. Même si je sais qu'au fond, je grandis ici jusqu'à mes 18 ans, mais les expériences que je vis à l'extérieur, quelque part, me changent. Et peut-être que je suis un peu en conflit avec ça, mais j'ai quand même envie de revenir vers l'essentiel, comme je disais. Et pour revenir à Tributo Mona, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Je vais présenter Tributo Mona demain au Centre culturel de Sonis. Oui. Et pour moi, c'est un rendez-vous qui est beaucoup trop rare maintenant. Je ne viens pas souvent en Guadeloupe pour faire des concerts, mais c'est pour moi le rendez-vous que je n'aurais manqué sous aucun prétexte, celui avec le public. Et ça se fera demain à Sonis. Et vous avez cette capacité à vous réinventer. On regarde ensemble un court extrait de votre dernier clip, Elle donne. Elle est belle d'insouciance, inconséquente quand danse, elle couche avec mes sens. Elle donne des coups de poésie. Et ce week-end sera rythmé par quelques manifestations sportives, football, basket ou encore twirling bâton. Le point sur tous ces événements qui vous attendent ce week-end avec Yvon Lemar. En football, ce week-end, on jouera la 21e journée du championnat de division honneur avec ce soir à 20h30 Abemao, Solidarité scolaire à Auger. Demain à 16h, Gauloise Juventus à Basse-Terre, USR CAM à Sainte-Rose, Étoile USBM à Mornalo, Arsenal Amical à Petit-Bourg. À 20h, Red Star Phare du Canal à Abemao et CSM Sirocco à Petit Canal. Au classement général avant cette journée, l'USR est leader devant le CSM, la Juventus et la Gauloise. En basket, on jouera les finales de la Coupe du Conseil régional au gymnase de Bemao. Chez les femmes, samedi à 18h, MJCA BMBC. Chez les hommes, dimanche, USR EDO. Match prévu à partir de 20h. Chez les jeunes, les finales U13 se dérouleront samedi à partir de 14h. Dimanche, les finales U15, U17, U20 sont prévues à partir de 8h. En twirling bâton, les demi-finales du championnat national 1, 2 et 3 se dérouleront samedi et dimanche au gymnase de Trois-Rivières. Une délégation de la Martinique participera à la compétition. Les premiers passages sont prévus à partir de 9h. Quelques informations pratiques maintenant. Dure journée sans eau pour les habitants de Sainte-Anne et particulièrement ceux résidant au quartier Barreau, Beaumanoir, Burat, Masla, Modette, Pavillon pour ne citer que. Une distribution de l'eau perturbée toute la journée en raison d'un incident technique. La substance vitale devrait néanmoins couler de nouveau dans vos robinets d'ici demain matin. Et puis, le CCAS de Petit-Bourg organise demain sur la place de la mairie une mini-conférence. Demain matin, une mini-conférence débat sur le sport et l'insuffisance cardiaque animée par le docteur Mona Dreville. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.